Donc je voulais d'abord voir dans un premier temps, l'EHPAD, ça a quand même quelque chose de différent du domicile, des services hospitaliers, parce qu'avant tout, l'EHPAD, c'est un lieu de vie. Où effectivement on accompagne jusqu'à la mort. C'est vrai que souvent elles ont une image un peu de mouroir, même les résidents qui rentrent se disent bon ben ça y est, je vais venir mourir dans l'EHPAD, mais c'est quand même un lieu de vie avant tout, et les équipes qui viennent travailler en EHPAD, elles viennent pour accompagner des gens. Mais c'est sûr que la question de la mort à venir, elle est plus que présente. Déjà parce que les personnes âgées, elles parlent de leur mort, et d'ailleurs elles ont beaucoup moins de tabous que les équipes pour en parler. Et puis, en gériatrie, la décision du temps palliatif, c'est souvent très peu évident, et en particulier dans les EHPAD. Donc, moi, je pense que c'est un lieu où le questionnement éthique doit être toujours dans la tête des équipes, et donc le travail en interdisciplinarité autour de ce sujet. Donc, tout d'abord, la mission de l'EHPAD, pour vous montrer, c'est d'abord une mission d'accompagnement des résidents dans les actes de la vie quotidienne et aussi dans la préservation du lien social. Donc, on est encore loin des questionnements de la mort. Mais la mission de l'EHPAD, c'est aussi une mission d'évaluation et d'amélioration de la qualité de vie de ce résident, mais aussi de toutes les personnes qui interviennent dans l'établissement. Ça va des résidents, des familles, mais aussi du personnel. Vous savez qu'en ce moment, on est en pleine démarche qualité. Nous, on a vraiment depuis 1 an sous le coup de l'évaluation interne, l'évaluation externe. C'est aussi un moyen pour les équipes de venir se poser des questions, en plus des questions du soin, mais aussi de comment on peut améliorer nos prises en charge en EHPAD, tant sur le soin que sur la qualité de la vie et de la préservation de ce lien social pour les résidents qu'on accueille. Et enfin, la troisième mission, qui est peut-être la mission qui nous intéresse aujourd'hui, c'est la mission de soins. Je pense que la particularité de l'EHPAD, c'est que chez nous, le soin, bon, comme effectivement à domicile, elle est vraiment dans la continuité. Les résidents qui rentrent en EHPAD, c'est des gens qui sont en perte d'autonomie, mais qui vont souvent bien. Donc, en premier lieu, on est dans des soins préventifs. On est là pour essayer de conserver au maximum l'autonomie de ces gens. Et puis, il va arriver qu'il va y avoir des accidents, des pneumopathies, des chutes, fractures du col. On va être dans des phases curatives et des phases de réadaptation dans les soins. Et puis petit à petit, il va commencer à se questionner le temps du palliatif. Et puis quand il arrive, les soins terminaux le plus souvent, puisque effectivement les EHPAD, on accompagne beaucoup les gens jusqu'à la mort. C'est quelques chiffres que certains d'entre vous connaissent bien, puisque c'est les chiffres de l'année dernière sur l'ONAF. Donc il y a plus de 90 000 décès par an dans les EHPAD. Ça représente 75% de résidents qui meurent dans les EHPAD. Ça veut dire quand même qu'il y en a encore 25% qui meurent à l'hôpital. Et je pense que c'est d'ailleurs très important de développer au maximum les soins palliatifs pour qu'il y ait de moins en moins de résidents qui vont mourir sur des brancards aux urgences, parce que pour l'équipe, c'est extrêmement difficile. Donc ça représente quand même plus de 20 décès par an et par EHPAD. Donc la mort pour les équipes, elle est là, elle est présente. C'est plus d'1 décès par mois, on ne peut pas dire qu'on ne peut pas le voir, quoi. Et en plus de ça, alors ça, c'est pas le sujet d'aujourd'hui, mais je pense que c'est vraiment important qu'on y mette le doigt, c'est qu'il y a une véritable augmentation des polypathologies à l'entrée des EHPAD. Avant, on recevait la petite papy, mamie, qui ne voulait pas rester tout seul à la maison, qui était relativement autonome. Aujourd'hui, c'est quand même des pathologies beaucoup plus lourdes, donc il y a une augmentation de la charge de soins. Et en plus, dans ces polypathologies, il y a les troubles cognitifs. Moi, je dirais qu'on a quasiment 1 résident sur 2 aujourd'hui qui rentre en EHPAD avec des troubles cognitifs avérés. C'est la raison pour laquelle il rentre dans l'EHPAD. Et alors, la prise en charge du patient dément, en termes de questions éthiques et de phase palliative, on pourrait faire une journée entière là-dessus, je pense. Bon, et puis évidemment, il y a des textes de loi. Alors ça, je passe rapidement, mais vous savez que depuis la loi 2002, c'est une obligation de mettre en place un accompagnement des personnes en fin de vie en institution. Dans cette loi, il y a vraiment, on incite les établissements médico-sociaux, pas que les EHPAD, à mettre en place une démarche palliative. Et là-dedans, on parle bien de décision éthique en équipe. Alors, quels moyens à l'EHPAD? Donc, rapidement, parce que ce n'est pas vraiment le sujet, mais quand même, je pense que c'est important de savoir comment est financé un EHPAD. Un EHPAD, il a la particularité, comparé à une unité de soins hospitaliers, il a 3 budgets différents. On signe une convention tripartite qui n'est réévaluée que tous les 5 ans, et ça a son importance, avec le budget soins qu'on discute avec la sécurité sociale, le budget dépendance avec le conseil général, et le budget hébergement qui normalement est payé par le résident, sauf dans les cas de l'aide sociale où c'est le conseil général qui paye ça.
À savoir aussi, ce qui a son importance, dans le budget soins, on peut signer une convention avec le tarif partiel ou global. Alors, juste pour que vous sachiez ce que ça veut dire, vous savez qu'il y a des salariés dans les EHPAD, mais il y a aussi des intervenants libéraux. Quand on est en tarif global, c'est l'EHPAD qui va prendre en charge l'intervention des médecins. Je pense que ça a une importance sur pouvoir faire venir les libéraux et travailler avec eux. Nous, on est en tarif partiel, c'est-à-dire que les médecins libéraux qui viennent, ils sont payés à l'acte avec la carte vitale. J'en reparlerai tout à l'heure. Donc tout ça pour dire qu'il y a une véritable complexité dans la distribution des enveloppes budgétaires, et cette complexité, elle a un impact sur l'organisation de l'équipe, puisque là, je vous ai fait un tableau un peu récapitulatif de comment, quel est le monde personnel dans l'EHPAD de Sainte-Monique. Donc vous voyez qu'il y a dans le personnel salarié, il y a toute une partie administrative, direction, comptable, secrétaire. La plupart du temps, c'est pris en charge par l'hébergement. Après, il y a une partie soins, donc les infirmières, le médecin coordonnateur. Et après, il y a la partie dépendance. Et si on regarde un petit peu les budgets et les financements, vous verrez que c'est quand même assez complexe. En dehors du fait que des fois, on a des postes à temps plein ou à temps partiel, en plus de ça, certains postes vont être budgétés par 2 budgets différents. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain une maison de retraite se rend compte qu'elle a besoin de plus de sous, de plus de postes dans tel domaine et peut-être dans moins, elle ne va pas pouvoir jouer si facilement sur son enveloppe budgétaire. Et c'est vrai que ces conventions tripartites réévaluées tous les 5 ans, aujourd'hui, c'est vraiment, ça questionne les équipes d'EHPAD. Donc, en plus de cette équipe salariée, il y a les intervenants libéraux, ce que je vous disais tout à l'heure. Dans ces intervenants libéraux, pour les soins palliatifs, ce qui nous intéresse vraiment beaucoup, c'est les médecins traitants. Alors, ils sont souvent nombreux. Nous, on est 18 médecins traitants différents à intervenir. Il y a les kinésithérapeutes, les orthophonistes, les podologues, mais il y a aussi des coiffeurs, des esthéticiennes. Enfin, il y a plein de gens qui sont autour du résident en EHPAD. Et c'est pour ça que, pour moi, l'interdisciplinarité en EHPAD, elle va bien au-delà du soin. Ça veut dire aussi que les équipes dans l'administratif, dans l'hôtellerie, il ne faut pas les oublier dans ces questionnements d'équipe. Alors, les limites de l'interdisciplinarité, elles sont très évidentes en EHPAD. Alors évidemment, les temps de rencontre qui sont insuffisants de par la charge de travail. On a beaucoup de difficultés à réunir les soignants quand ils ont 18 toilettes à faire par jour. Enfin, c'est un vrai casse-tête. En plus de ça, il y a ces intervenants libéraux de passage qui eux aussi se coordonnent avec nous comme ils peuvent dans leur emploi du temps de libéraux. Alors on les voit passer, on y repart, c'est quand même compliqué. Et effectivement, moi les médecins traitants, alors certes aussi ma position de médecin coordonnateur autour d'eux, pour moi c'est des chefs d'orchestre pour animer les soins palliatifs, et aujourd'hui je les trouve beaucoup trop éloignés de la préoccupation de l'équipe. Je ne sais pas si c'est par un manque de formation, si c'est par un manque d'implication à la vie d'équipe, mais je pense que c'est quelque chose qu'il faut absolument réévaluer rapidement. Puis en plus de ça, vous le savez, les équipes en EHPAD, elles sont souvent jeunes, elles sont difficiles à stabiliser, on sort juste de l'école, on vient un peu voir ce qui se passe dans les EHPAD et en général, on a envie de repartir très vite. Donc ça aussi, c'est une difficulté à la bonne cohésion et à la bonne continuité des soins en EHPAD. Et puis, en plus de ça, dans cette continuité de soins, il y a le manque criant de personnel la nuit. Nous, on fait partie des EHPAD qui n'ont pas d'infirmière. On a une aide-soignante et une ASH pour 82 résidents. Donc, quand on met en place des démarches palliatives, dire à une ASH, un tel, il peut peut-être mourir dans les heures à venir. Au revoir. Donc, il n'y aura pas de personne ressource, pas d'infirmière pour appeler. Et là, franchement, en tout cas, moi, c'est l'expérience qu'on a. C'est fou le volontariat qu'il y a. Moi, j'ai des infirmières qui ne sont pas payées, qui laissent leur numéro de portable. Bon, moi aussi, en quelque sorte, ils peuvent aussi m'appeler la nuit. Là, ça demande vraiment du volontariat pour impulser cette interdisciplinarité, parce qu'aujourd'hui, ça manque de moyens, quoi. Bon, et puis après, le dernier point qui est évident aussi, c'est la formation et la sensibilisation aux soins palliatifs. Elles sont insuffisantes aujourd'hui en EHPAD. On a beau faire des formations. Je pense que c'est des choses qui viennent doucement. Et en plus de ça, il y a quand même cette ambiguïté, cette réticence autour de la mort. Je crois qu'on pourrait en parler beaucoup de la réticence autour de la mort. Et je vous dis, on n'est pas, ce qui est assez étonnant, c'est que souvent, c'est le personnel qui est réticent, alors que les résidents le sont beaucoup moins à en parler, en général. Alors, malgré tout ça, on a quand même des solutions. Moi, quand je suis arrivée, puis que j'ai commencé à faire de la formation de soins palliatifs, je me suis dit, mince, comment on va faire pour mettre en place
les soins palliatifs. Et en fait, si on regarde bien, il y a des supports à l'aide des établissements qui sont très très bien écrits, en particulier les 4 volets de l'ANESM. Ils paraissent assez importants, mais c'est vraiment intéressant à lire, hein, je vous y incite, je pense que c'est vraiment pour tout le monde. Et puis moi, je me suis beaucoup appuyée pour ma mémoire sur le guide des bonnes pratiques que l'ANAS a publié en 2004 suite à la loi 2002 et qui propose vraiment la démarche palliative. Et quand on reprend les points de la démarche palliative, je ne vais pas vous les redire là, en fait, on se rend compte que c'est les mêmes points qui amènent à l'interdisciplinarité aussi. Donc pour moi, démarche palliative, interdisciplinarité, l'un ne va pas sans l'autre. Et en tout cas, dans l'EHPAD, c'est pour ça que je me suis appuyée là-dessus, puisqu'en plus, j'y avais bossé quelques mois. Donc, une des premières choses que nous dit le guide des bonnes pratiques pour mettre en place une démarche palliative, c'est qu'il faut avoir des objectifs communs. Et en EHPAD, on a plein de projets. Alors ça, c'est quelque chose, je ne sais pas si le monsieur qui est là-bas est directeur d'EHPAD, mais alors on est plein de projets en EHPAD. Hein. Il y a le projet d'établissement, les projets de soins, les projets... Bref. En tout cas, je crois quand même que ça peut unifier des équipes. Nous, en tout cas, on a décidé de refaire le projet d'établissement l'année prochaine et on a essayé de le faire vraiment en équipe, de faire venir l'hôtellerie, l'administratif... Voilà, pour souder quelque chose. Dans ce projet d'établissement, il y a le projet de soins. Alors ça, c'est fait par le médecin coordonnateur, par l'IDEC ou par la cadre. Et vraiment, je pense que c'est l'endroit où on peut poser par écrit une démarche palliative. Évidemment, avec un binôme référent. Et ça, je pense que c'est important aussi d'avoir des référents de soins palliatifs dans une EHPAD pour que ça soit l'interlocuteur de choix. Après, un autre projet qui est un objectif commun d'équipe, c'est un projet personnalisé d'accompagnement du résident. C'est aussi une obligation en EHPAD. Et là, j'en parle, même si ce n'est pas le sujet aujourd'hui, parce que ça permet de donner des rôles aussi aux équipes de l'EHPAD. Puisqu'il faut un référent soignant, puisqu'on réunit les équipes autour du résident, autour de sa famille. Et chacun a vraiment sa place autour du projet personnalisé d'accompagnement. Je pense à l'animatrice, le psychologue évidemment. Enfin, tout le monde a vraiment sa place. Et puis, ce projet personnalisé d'accompagnement, il va être intégré au dossier de soins et il va être réévalué en équipe, en réunion. Et ça, c'est le point de départ de l'interdisciplinarité. Donc il faut aussi savoir s'organiser, donc comme on l'a déjà dit, hein, évidemment une répartition claire des rôles de chacun, avec une responsabilité, une autonomie de chacun dans son domaine, mais aussi qu'on connaisse et on respecte mutuellement les fonctions de chacun. Il n'y a pas que des soignants en EHPAD, il y a aussi l'administration, il y a aussi l'hôtellerie. On est tous voués au secret médical. Ça, c'est une chose aussi que je ne vous ai pas dite, mais c'est important à savoir. Donc, je pense que l'agent d'entretien qui passe dans les couloirs pour réparer la télé, il peut des fois entendre des choses, voir des choses, et peut-être qu'il a aussi besoin d'en parler. Donc il ne faut pas les oublier. Et il ne faut pas les oublier aussi dans les transmissions et dans l'accès aux informations. Parce que la transmission, ça nous paraît évident pour nous soignants. On a tous appris à transmettre au cours de nos études. Mais ce n'est pas évident pour des gens qui ne sont pas soignants. Or, je pense qu'il faut vraiment insister sur les temps de transmission. Peut-être qu'on peut les faire que mensuels. Mais je pense que c'est important que l'agent d'accueil ou que la directrice de l'EHPAD sache qui est en phase palliative ou pas. Et puis, voilà, encore une fois, on en revient aux médecins traitants. Il faut organiser leur intervention. C'est un peu mon job et c'est pas simple. C'est pas simple. Alors nous, on essaye de mettre en place les commissions gériatriques qui sont normalement une obligation. Hein. C'est un des rôles du médecin coordonnateur. Là aussi, c'est pas simple à mettre en place, sauf que depuis peu, peut-être qu'on va pouvoir les rémunérer. On nous a proposé, alors là peut-être qu'on va avoir un peu plus de monde qui va venir, donc on a bon espoir. Nous on en fait un juste avant Noël avec le foie gras et le champagne, on espère que ça va faire venir tout le monde, parce que je pense qu'il faut vraiment les impliquer davantage dans l'équipe de l'EHPAD et dans ces projets. Bon, se réunir, hein, je crois que ça aussi, ça fait partie de l'interdisciplinarité. Donc nous on a nos réunions interdisciplinaires, on les fait une fois par semaine, c'est pas assez, hein, clairement, hein. Elles durent 1h30, mais enfin c'est pas assez. Ceci dit, pour l'instant on ne peut pas plus. Aujourd'hui, leur thème, pour nous, c'est d'évaluer les projets de soins dont je vous parlais tout à l'heure des résidents en équipe. Donc c'est le moment où on identifie une prise en charge d'un résident. En fait, nous, l'idée, c'est les aides-soignantes avec les ASH qui prennent la parole. Hein, par rapport au fait de coordonner, etc. C'est pas moi et l'IDEC, on est un peu les coordonnateurs de la réunion, mais c'est les ASH et les AS qui prennent la parole sur des choses qui repèrent. Et c'est à cet endroit qu'on va repérer des conflits
qui peuvent être des conflits d'équipe. Hein, une équipe et une contre-équipe qui ne comprend pas pourquoi monsieur X, 93 ans, il y a une équipe qui aura envie de le stimuler pour le faire manger, etc. Et l'autre équipe qui va dire mais pourquoi on ne le laisse pas tranquille, quoi. Il est fatigué, il a envie qu'on lui donne la béquille. Et ces réunions, elles servent vraiment à ça. Hein. Donc c'est des vraies réunions où on voit des conflits d'équipe avec des questionnements éthiques derrière et je dirais un petit jeu de mots, questionnement d'équipe autour des conflits éthiques aussi. Donc je pense que ça, c'est des points de départ, ces réunions hebdomadaires. Et après, c'est des points de départ pour peut-être développer cette fameuse démarche palliative. Où là, effectivement, on ferait des réunions plus collégiales. Alors on va essayer de ne pas utiliser le mot collégial, mais ou en tout cas, parce que suite à la réunion hebdomadaire, on a vu qu'il y avait un conflit ou un questionnement, faire venir le médecin traitant, qui n'est jamais là aux réunions hebdomadaires, évidemment, et puis qu'on essaye vraiment de se centrer sur le patient pour prendre une décision. Quand cette décision est prise, évidemment, il faut l'annoncer au résident et à son entourage. Et ça, effectivement, ça doit être le médecin traitant. Alors moi, je me suis beaucoup posé la question sur est-ce que le médecin coordonnateur peut se substituer à ça. C'est très délicat. Hein, c'est très délicat, le contact entre le médecin coordonnateur et le médecin libéral. Mais ce seraient des questionnements à avoir. Et donc après cette décision, quand elle est prise, il faut mettre en place une prise en charge spécifique et clairement inscrite. Moi aussi, je reviens sur le fait qu'il faut inscrire les démarches. Qui plus est en EHPAD où il y a 82 résidents, où comme je vous disais tout à l'heure, la nuit, il n'y a qu'une aide-soignante, elle ne peut pas tout connaître. Et quand l'aide-soignante va appeler SOS médecin ou le 15, il faut que les choses soient clairement écrites sur papier en EHPAD. Sinon, nos démarches palliatives, elles ne servent à rien. Et puis évidemment, il faut communiquer et transmettre à l'ensemble de l'équipe de la décision. Et là encore, hein, je pense à l'agent d'accueil qui doit savoir ce qui se passe, parce que l'agent d'accueil, elle accueille les familles, je crois que c'est important que tout le monde sache dans l'EHPAD ce qui se passe à un temps donné. Et puis quand les situations sont difficiles, parce que bon, ça c'est quand même un peu, la plupart du temps c'est difficile, hein, on peut faire des réunions d'équipe en urgence, on peut s'entretenir avec le personnel qui est en difficulté, essayer d'ouvrir des espaces de parole. Là c'est vrai que pour ça on a le temps psychologue qui est très important. Et puis on essaye de mettre en relation les familles, le médecin, d'essayer d'ouvrir le dialogue. Nous, la plupart du temps, les problématiques, c'est souvent avec le médecin et les familles hein, qui ont du mal à parler. Nous, on est un peu au milieu de ça et souvent, on ne sait pas trop comment y répondre. Donc, il ne faut pas hésiter à demander de l'aide extérieure. Et là, notre aide extérieure, c'est les réseaux de soins palliatifs. Moi, je suis une convaincue qu'aujourd'hui, pour impulser les soins palliatifs en EHPAD, il faut s'aider des réseaux. Ils sont réactifs, ils sont là. D'ailleurs, votre étude a montré qu'il y avait déjà 63% des EHPAD qui les avaient utilisés l'année dernière. Je pense que c'est pas pour rien. Ils sont une véritable aide pour la décision éthique. Hein. Des fois, il ne faut même pas attendre la décision éthique, parce que la décision éthique, des fois, on peut pas la poser. Quand le médecin traitant ne vient pas aux réunions, on ne peut pas la poser. Sans le médecin, on ne peut pas. Donc, allô, le réseau, on a un souci, quoi. Et puis, ils nous aident donc à gérer ces situations conflictuelles, hein, beaucoup. Je pense que d'ailleurs, si on leur pose la question, c'est essentiellement ça qu'ils font. Et puis, ils nous aident aussi pour la prise en charge, bien sûr, inciter les médecins à faire des prescriptions anticipées. Puis, ils sont aussi quand même une permanence téléphonique. Et puis, sur ça, je tiens à dire qu'ils sont particulièrement gentils à Reliance, parce que normalement, la permanence téléphonique, c'est pour les équipes infirmiers et médecins. Or, nous, on n'a que des AS. À la nuit, ils répondent à nos AS quand même. Ils sont gentils. Voilà. Bon, après, les autres intervenants extérieurs, c'est la CHADé. Alors, moi, je suis un peu comme le pourcentage des EHPAD. On utilise rarement la CHADé. Je pense que ça doit être une histoire de région, ça doit dépendre. Si vraiment on fait appel à eux, c'est pour des aides techniques de soins très lourds, hein, quand on va avoir besoin pour des plaies compliquées ou besoin de soins la nuit. Et encore, je vous dis, les soins la nuit, moi j'ai des infirmières absolument incroyables qui font du bénévolat et qui se déplacent s'il y a besoin. Donc voilà. Et puis après, il y a les bénévoles. Je les cite, mais nous, effectivement, pour l'instant, ils ne sont pas encore rentrés dans notre démarche. Mais ils sont là et je pense qu'il faut penser à faire appel à eux. Bon, évidemment, se former en équipe, hein, l'interdisciplinarité, ça ne passe pas sans la formation. Bon, là, je viens rapidement parce que c'est une évidence. Donc, je pense qu'il faut quand même faire deux types de formations. Je pense que les formations internes ont leur place quand c'est fait par le psychologue, quand c'est fait par les référents palliatifs de l'équipe, parce qu'on peut faire des petites formations flash sur des thèmes qui ont été abordés, qui ont été compliqués pendant les réunions. Mais je pense que les formations externes, il faut aussi les privilégier, parce que avoir un regard différent, un regard d'un évaluateur extérieur sur le fonctionnement de notre équipe, c'est important. Et c'est surtout que quand on se met autour de la table et que c'est un formateur autre qui fait, on est tous au même niveau. Et ça, pour l'avoir fait récemment, ça a bien soudé notre équipe et vers une démarche de soins. Et je pense que c'est plus qu'important en EHPAD. Et enfin, le dernier point que j'aborde,
Oui, c'est le dernier point. On n'a pas encore réussi vraiment à le mettre en place, mais je pense que c'est... voilà, on en a reparlé tout à l'heure d'ailleurs. Hein, l'analyse des pratiques, c'est effectivement un petit peu comme nous disait l'intervention d'avant, quand ils avaient reparlé 1 mois et demi de l'histoire de ce monsieur d'Assala. Je pense que c'est important de se réunir 2-3 fois par an sur des sujets bien prédéfinis, c'est-à-dire qu'on pose, on sait de quoi on va parler. Pourquoi pas des dossiers de personnes décédées, mais en tout cas des situations qui ont été difficiles pour l'équipe, mal vécues. Je pense que c'est important d'y revenir tous ensemble, en équipe, de montrer tous là où on a pris conscience de nos limites. Moi, ça m'arrive souvent de dire à mon équipe, là, j'étais pas du tout à l'aise. Et je pense que c'est important d'entendre, de se replacer. Et puis, c'est aussi un lieu où on se rend compte qu'on est compétent quand même aussi. Parce que plus on fait des analyses de pratique, plus on se rend compte qu'on évolue, voilà, tout doucement. Et c'est un peu sur ça que je termine, hein, c'est que l'interdisciplinarité en EHPAD, elle se construit au jour le jour. Pour ça, il faut fidéliser une équipe, ça c'est une évidence, mais elle se construit. De toute façon, elle se construit, on n'a pas le choix. Et avec elle, la réflexion éthique autour de l'accompagnement de nos aînés. Voilà. Merci pour votre attention.